What's up? J'espère que vous allez bien. Je sais que la fin de session approche pour beaucoup de monde, mais j'espère que ça va vraiment bien dans vos trucs, autant au travail qu'à l'école. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler du sujet des Manic Pixie Dream Girls. Je sais que ça a l'air d'un super long titre, mais j'ai écouté 500 Days of Summer récemment, puis ça m'a vraiment beaucoup inspiré à faire une vidéo, donc c'est pourquoi aujourd'hui, on va parler de ça. Je vais pas faire une longue intro parce que j'ai déjà énormément de choses à dire, donc sans plus tarder, on va aller tout de suite dans la vidéo. Donc, évidemment, pour commencer, je vais vous définir c'est quoi, en fait, une Manic Pixie Dream Girl. Juste pour vous donner un petit peu de background, c'est un terme qu'on va dire qui a été inventé par un critique de cinéma qui s'appelle Nathan Rabin pour décrire une femme qui existe juste comme dans l'imagination du scénariste pour apprendre à son personnage homme à aimer la vie. Les gens qui sont un petit peu plus à l'affût des tropes, encore là, j'ai vraiment pas la traduction puis je l'ai vraiment cherché, mais je sais pas comment l'expliquer autre que trope. C'est une thématique qui revient à multiples reprises dans des films, dans des séries, dans des livres. Mais en gros, les gens qui s'y connaissent un petit peu vont sûrement le reconnaître. Mais en gros, c'est la fille dans les films qui est vraiment intelligente, qui est parfaitement imparfaite, est comme tout ce que le gars veut, mais la petite twist, c'est qu'elle est tout le temps légèrement brisée. Elle a tout le temps d'autres problèmes dans sa vie. L'affaire avec cette fille-là, c'est que son seul but dans le film, dans l'histoire, c'est toujours de donner comme une nouvelle signification à la vie du protagoniste mâle. Donc, elle existe seulement pour rendre ce protagoniste-là heureux sans qu'elle-même elle puisse à la fin avoir une certaine indépendance de lui. Elle existe seulement pour lui. C'est quand même facile à repérer parce que ça arrive vraiment souvent qu'à la fin des films, elle disparaît. Parce que sa mission est accomplie, elle lui a donné un sens à sa vie, fait qu'elle a plus besoin d'être là, elle disparaît. Souvent, il va y avoir aussi une sous-catégorie avec les Cancer, Manic Pixie Dream Girls, donc des filles qui vont arriver dans la vie du gars, par contre elle a le cancer, c'est son problème, et donc à la fin elle meurt. Puis ça a l'air bizarre de dire ça comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qui revient souvent, comme un exemple concret, ça serait A Walk to Remember. Si je fais vraiment décrire de quoi qu'elle a de l'air, cette fille-là, c'est vraiment une fille qui est quirky, fait que excentrique, je dirais que ça pourrait être l'équivalent, mais tu sais, c'est une fille que elle se fout de ce que les autres pensent, elle va avoir des fois des cheveux colorés, elle va s'habiller d'une certaine manière que, mettons, les filles populaires ne s'habillent pas. Elle est vraiment quirky, elle veut faire des trucs dans la rue ou en public, elle se fout de ce que les gens pensent. Puis ce qui la définit, c'est qu'elle va toujours comme aimer les mêmes choses que le gars. Comme par exemple, on va voir souvent des filles quirky qui « Oh, j'aime le même genre de musique que toi ». Fait que là, elle devient tellement attirante pour le gars parce qu'évidemment, ça n'en prend pas tant que ça. Mais c'est ça, ils vont tous avoir des points en commun très spécifiques. Fait qu'au final, c'est vraiment comme la fille parfaite pour un gars qu'on va dire nerd, là. J'aime pas ça comme mettre des étiquettes, là, mais c'est vraiment pas des garçons genre full populaires, là. C'est comme le low-key guy. Ça va être son idée de fille parfaite. Ce que je trouve vraiment fascinant avec cette trope-là, c'est que ça va tellement rejoindre le Not Like Other Girls, mais comme plus du point de vue du gars. Donc, c'est vraiment genre, la fille est tellement différente des autres qu'il tombe en amour instantanément avec elle, puis ça peut même aller plus loin que ça, jusqu'à l'obsession, on va en parler plus tard. Mais tu sais, c'est quand même un lien à faire. Not Like Other Girls, c'est plus les filles qui s'infligent ça à elles-mêmes, tandis que le Manic Pixie Dream Girl, ça va être la perception du gars sur la fille qui n'est pas comme les autres. Évidemment, il peut y avoir des implications négatives avec cette trope-là parce que veut pas, la Dream Girl vient d'une perspective qui est totalement male-dominated, puis ça nous laisse souvent avec des personnages féminins qui sont complètement sous-développés, puis qui offrent rien de plus que la femme est là pour aider l'homme, puis ça fait vraiment un autre lien direct avec le male gaze. Puis dans le fond, qu'est-ce que ça fait, ça, c'est que quand tu grandis puis que tu vois ce genre de film-là, ça donne le message aux gars qui vont être héros de leur histoire, tandis que les filles, c'est tout le temps comme l'actrice qui supporte à côté. Fait que c'est sûr que c'est comme, ça te donne pas le goût d'avoir ta propre histoire pis d'être le propre héros de ton histoire pour les femmes. Du côté des hommes, ça lance aussi le message qu'ils peuvent juste genre apprendre à aimer la vie s'ils rencontrent une fille quirky qui voit les choses pas de la même manière que lui puis qui va donc y en apprendre. Puis on dirait que je trouve ça plate de réduire ça à quelque chose d'aussi superficiel. T'as pas besoin de tomber en amour pour avoir un sens à ta vie, évidemment. Ça peut peut-être être négatif, mais encore là, on va dans les extrêmes. C'est vraiment très poussé, ma réflexion là-dessus. Un autre point qui est ressorti de mes recherches, surtout sur TikTok, c'est que les caractéristiques vraiment typiques des Manic Pixie Dream Girls, ça ressort beaucoup de caractéristiques de personnes neurodivergentes ou encore autistes. Ça devient un problème quand on commence à les romancer, tu sais que
les hommes le perçoivent comme un objet sexuel un peu juste pour ça, mais aussi si c'est juste ces traits-là qui définissent la personne, on dirait que, tu sais, ça vient vraiment unidimensionnel, puis ça peut être aussi une mauvaise représentation des caractéristiques neurodivergentes. Donc, on peut maintenant sauter dans ma partie préférée, qui est toujours les exemples. Je trouve tellement que ça enrichit le contenu quand on met des exemples. Donc, évidemment, on va avoir les exemples super typiques de exactement ce que je viens de dire, que c'est une fille qui a pas vraiment de personnalité autre que être quirky puis apprendre à aimer la vie au gars. On va avoir des exemples comme Elizabethtown, Garden State ou encore même The Perks of Being a Wallflower. Je suis prête à rentrer là-dedans sous condition. Mais comme d'habitude, j'aime mieux les exemples qui sont plus tricky puis qui essaient un peu de rejeter ce concept-là. Un qui ressort, c'est toujours Kate Winslet dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Je vais vous mettre un extrait vraiment pour montrer mon point de c'est quoi rejeter cette trope-là. Too many guys think I'm a concept, or I complete them, or I'm gonna make them alive. But I'm just a fucked up girl who's looking for my own peace of mind. Don't assign me yours. Donc, on voit là qu'elle rejette complètement avec la muse de Jim Carrey. C'est vraiment pas ça son but. Puis elle explique qu'il est brisé, puis ça lui appartient. Qu'est-ce qui lui arrive? Ses problèmes, ça lui appartient. C'est pas à lui d'utiliser pour s'avancer en tant que personne. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Un autre exemple que je trouve vraiment intéressant, c'est Paper Towns de John Green. Fait que John Green, là, il est vraiment reconnu pour parler de cette trope-là assez souvent, puis il essaye beaucoup de la rejeter dans ses œuvres, si on veut. Mais c'est quand même drôle l'effet que Paper Towns a eu là-dessus. Donc, en résumé, là, le film, c'est qu'il y a Margot qui disparaît un jour, puis le personnage principal, le gars que je me rappelle plus son nom, il pense que Margot veut que lui la retrouve, fait qu'il pense qu'elle a mis des indices un peu partout pour qu'il la retrouve, puis elle est mystérieuse et tout, puis finalement, le spoiler alert, là, il est sorti en genre 2014, là, fait que j'imagine que c'est pas tant un spoiler, mais si vous voulez pas savoir, vous pouvez skipper. Il s'avère que ça a jamais été son intention, elle avait jamais voulu que lui la trouve, elle a juste fait ses propres affaires de son côté. You're not in love with me. Don't say that. You don't even know me. Yeah, I do. Okay. Don't say that I don't even know me. Q, I have no idea who I am. Why do you think I'm here? Fait que John Green essaie de faire comprendre comme à son personnage principal que Margot était indépendante, qu'elle avait sa propre vie, mais ça a pas tant fonctionné parce qu'au final, on sait absolument rien d'elle. Elle a son seul trait de personnalité, c'est qu'elle est partie, genre, puis elle avait de l'air quirky. Elle était genre la fille spéciale, pas comme les autres, puis elle voulait donc en apprendre, elle était donc mystérieuse. Fait qu'au final, elle était quand même une manic pixie dream girl. Je sais pas si vous voyez. Fait c'est quand même drôle qu'au final, en essayant de contrer la trope, John Green a juste recréé une manic pixie dream girl. Bon, maintenant, on va rentrer dans mon exemple préféré que j'ai parlé au début de la vidéo, qui est 500 Days of Summer. Ce que j'ai trouvé vraiment fascinant de ce film-là, c'est la réception du public. Si vous êtes pas tant familier avec le film, je vais faire un petit résumé vite fait. Tom rencontre Summer, puis il tombe en amour avec elle, malgré le fait que Summer, dès la première rencontre, lui a dit qu'elle ne cherchait rien de sérieux. Elle lui dit très très clairement. On passe le film un peu sur le développement de la relation qui est jamais comme un vrai couple, puis on voit la frustration de Tom derrière ça, pour qu'au final, ils finissent pas ensemble. C'est pas un spoiler, on le sait dès la première scène qu'ils finissent pas ensemble, mais c'est vraiment l'évolution de qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement, elle finisse avec quelqu'un d'autre. Quand le film est sorti, tout le monde était genre vraiment fâché après Summer parce qu'ils se disaient pourquoi qu'elle donne pas sa chance à Tom, pourquoi qu'elle est autant blonde, pourquoi qu'elle a autant pas de personnalité, sans comprendre que c'était exactement ça le but du film. Ce qui est autant bon de ce film-là, c'est qu'on le voit tout des yeux de Tom. Quand on prend du recul, on se rend compte que c'est un extrême unreliable narrator parce que il connaît rien de Summer. La raison pourquoi Summer est blonde puis elle a aucune personnalité, c'est parce que il s'est fait une idée d'elle, il lui a projeté dessus, mais il a jamais posé de questions, il a jamais appris à la connaître pour vrai. Donc nous, en tant que téléspectateurs, ben on la connaît pas non plus. Il y a un passage qui est tellement intéressant dans le film que c'est une scène qui se déroule, qui est séparée en deux, que c'est Expectations versus Reality. Donc on voit Tom qui offre un cadeau à Summer, puis dans Expectation, bon, elle est tellement contente, puis ils s'embrassent, puis elle est vraiment comme over the moon, tandis que dans Reality, elle est très polie, elle dit merci, elle est contente, mais ils sont dans un endroit public, elle veut pas commencer à faire une scène. Fait qu'on peut voir encore à quel point que lui, il se fait un scénario dans sa tête
de ce qu'il veut qu'il arrive, mais c'est juste pas ça la réalité. Ça amène un message qui est quand même important parce que il y a un moment donné dans le film que Tom se fâche après elle vu qu'elle dit qu'elle veut vraiment pas être en relation, puis il dit moi aussi je suis un participant dans ce qu'on fait, puis moi j'ai décidé qu'on était un couple. Mais un couple, c'est pas une personne qui insiste sur le fait qu'elle mérite une relation après avoir satisfait ses propres exigences sans prendre en compte les exigences de l'autre personne. Je sais pas si vous comprenez. À la fin, Summer se marie avec un autre homme. Elle explique qu'il a vraiment essayé d'apprendre à la connaître pour une fois. Puis Tom a vraiment beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi. Il est un petit peu confus. Et la raison pourquoi, c'est parce qu'il pense qu'il est le nice guy et donc qu'il la mérite. Ça me fait un vraiment bon segue pour la prochaine partie du vidéo qui est c'est quoi la trope du nice guy ou not like other guys puis en quoi ça relate à la Manic Pixie Dream Girl. Un fake nice guy, là, c'est un gars qui va se comparer au pire des hommes puis qui va faire le bare minimum, puis il va penser qu'il est vraiment the shit, puis il se place sur un piédestal à cause de ça. C'est vraiment le genre de gars qui vont dire qu'ils ont pas de blonde parce que oh my god, les filles préfèrent toujours les fuckboys parce que moi je suis vraiment charmant puis il y a personne qui veut de moi. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais ça arrive quand même souvent. Puis le déni, c'est quelque chose qui est très souvent là dans cette trope parce que les gars réalisent pas que les nice guys, je veux dire, pis ça je parle dans les films, dans la vraie vie, portez le chapeau s'il vous fait, ils vont pas réaliser que pour tomber en amour, pour qu'une femme tombe en amour, ça prend plus que de la gentillesse. C'est vraiment le strict minimum d'être gentil, tu sais. Ils pensent souvent plus à ce que eux ils veulent, puis ils prennent pas en considération ça serait quoi les exigences de la femme. Fait qu'elle est juste pas une participante active à la situation. Lui, il a décidé qu'il l'aimait, ben, elle doit l'aimer en retour absolument. Elle lui doit ça, pourquoi? Parce qu'il est gentil. Mais, comme que j'ai parlé plus tôt, c'est encore juste lui qui projette quelque chose sur la femme, parce qu'il apprend pas à la connaître pour vrai s'il est pas capable de satisfaire à ses exigences, ou encore, tu sais, qu'il prend pas en considération, c'est qu'il veut pas apprendre à la connaître pour de vrai. Lui, il a décidé, voici ma femme parfaite, tu es ça, tu t'alignes avec mes critères, et donc tu devrais m'aimer en retour. Tu sais, ça fait aucun sens. Des bons exemples de ça, là, ça arrive souvent dans des sitcoms parce qu'ils essayent de comme le twister à la comédie. Mais il va y avoir Ross dans Friends avec Rachel, puis Ted dans How I Met Your Mother avec Robin. Ils sont obsédés par la fille à un point que des fois ils prennent pas en considération ce que la fille veut vraiment, puis c'est assez toxique. Un qui serait plus dark, ça serait Joe dans You, mais ce qui est intéressant avec cette série-là, c'est que justement, il montre l'envers du décor du fake nice guy, tu sais, il montre qu'est-ce qu'il fait sur le side, il se présente à Beck comme étant tellement gentil, puis tellement pas comme les autres gars, mais au final, il y a stalk, puis on sait tout qu'est-ce qui s'est passé. Fait que je trouve que c'est une twist qui est intéressante sur la trope du nice guy. Bref, je préfère une vidéo entière juste sur ce sujet-là, puis vous me direz si ça peut vous intéresser. Mais mon point ici, c'était que quand il y a une Manic Pixie Dream Girl dans un film, c'est souvent parce que c'est un nice guy qui projette sur une fille. L'affaire avec ça, c'est qu'un nice guy, c'est souvent full bien perçu par le public parce qu'il va avoir des caractéristiques qui sont pas comme hyper masculines, genre de douchebag. Ils vont être vraiment intelligents, ils vont être sensibles, ils vont être à l'écoute, ils vont être romantiques. Puis à cause de ça, ben ils sont aimés du public. En faisant les liens avec 500 Days of Summer, quand c'est sorti, les gens avaient pas réalisé que le but du film c'était de montrer justement que ça fonctionne pas pour un gars quand il fait juste la projection puis qu'il prend pas en considération la femme. Mais les gens n'ont pas compris parce qu'évidemment, Joseph Gordon-Levitt, il est vraiment très attachant. Puis tout le monde était fâché après Zooey Deschanel. Genre, elle se faisait envoyer des chiens sur Twitter, genre, puis le monde comprenait juste pas, puis il était genre, c'est le villain de l'histoire, tandis que la fille avait été claire depuis le début qu'elle voulait rien. Puis là, j'étais comme, oh my god, les gens ont tellement réagi fort pour quelque chose qui arrive dans la vie de tous les jours, puis c'est grave quand on y pense que la fille peut pas juste ne pas vouloir une relation avec ce gars-là, qu'elle devrait être obligée, puis sinon, c'est le méchant de l'histoire. Genre, je trouvais ça vraiment intéressant qu'est-ce qui s'est passé autour de ce film-là. Puis c'est quand même bien parce que je vais vous mettre un extrait, là. Joseph il a fait une interview qui parlait de ça, que c'était la faute à Tom. Parce que justement, Tom s'est mis des propres attentes, puis il a jamais écouté Summer. Fait qu'au final, c'était lui, le méchant de sa propre histoire. Tu sais, c'est lui qui se mettait des bâtons dans les roues parce qu'il a jamais rien fait pour que ça fonctionne. I think that it's Tom's fault. I think that if you really pay attention, Tom's not listening to Summer. And I think if you ask what's the message of the movie, what I take away most is you have to listen.
You have to listen and you have to understand your biases. Bref, là, on parle de Manic Pixie Dream Girls depuis le début, mais qu'est-ce qu'il y en est de l'équivalent masculin, le Manic Pixie Dream Boy? Parce que oui, il existe. Il est juste pas présenté de la même façon exactement. C'est un gars, là, qui va avoir une compréhension tellement profonde de l'univers, tu sais, qu'il remet tout le temps en question la personnage principale. Tu sais, c'est complètement irréaliste, là. Pas que ça existe pas des gars qui sont profonds, là, mais juste qu'ils sont vraiment comme too much, là. Ils vont avoir une intelligence émotionnelle hors pair. Puis, tu sais, ça va être des hommes qui vont s'exprimer puis qui vont vouloir communiquer, là. Je vais vous donner des exemples encore là pour que vous puissiez comprendre. Mais mon meilleur, ça serait Augustus dans The Fault in Our Stars. Puis je trouve ça drôle parce que John Green revient encore là. Malgré le fait qu'il veut pas faire de Manic Pixie Dream Girls, il a quand même fait Augustus qui est the top of the shit de Manic Pixie Dream Boy. On va avoir Jack dans Titanic, on va avoir Cole Sprouse dans 5 Feet Apart, ou encore même, on pourrait aller jusqu'à dire Bradley Cooper dans A Star is Born. Puis ce qui est drôle, non, c'est pas drôle, parce que la plupart meurent, mais genre, justement, un point qu'ils ont en commun, c'est que la plupart du temps, soit ils meurent à la fin, ou ils s'en vont du film pour une raison X, parce que, ben, leur mission est accomplie. Fait que, il y avait pas de purpose autre que faire réaliser le sens de la vie à quelqu'un, et donc, maintenant, ils s'en vont. Tout ça pour dire, là, que je trouve ça juste super intéressant comme trope, puis je trouve ça fou à quel point ça revient dans énormément de films. Puis je veux juste dire ici que le vidéo est pas à connotation négative. Je dis pas que c'est mal d'avoir ça dans les films ou bien. Là. Je suis très neutre, c'est juste intéressant à explorer comme concept. Mais ce qui est encore plus intéressant que ça, c'est la réponse de Nathan Robin après que son terme ait vraiment pris de l'ampleur. Lui, il a comme pitché ça dans une critique puis il s'est dit merci bonsoir, ça explique mon point, mais ça a vraiment pris beaucoup d'ampleur. Il a en fait renié son terme, il a fait cancel le projet parce que au lieu de créer genre une prise de conscience sur le fait qu'il manquait d'objectifs indépendants des personnages féminins dans des films, le concept a genre été un petit peu mal compris puis a été genre glorifié et donc les écrivains en ont juste écrit plus. Le pauvre là, il voulait seulement dénoncer un sexisme culturel puis rendre ça vraiment plus difficile pour les auteurs masculins de poser des fantasmes qui peuvent être réducteurs puis un peu condescendants sur des personnages féminins puis essayer de les rendre réalistes, mais ça l'a comme vraiment pas marché. Par contre, je dirais qu'aujourd'hui, on a tendance à plus tenir responsables les écrivains de ce genre de trope puis on va même à dire que c'est un peu de la mauvaise écriture de pas développer un personnage de cette façon-là puis genre de tomber dans les stéréotypes. Je pense qu'on est rendu à un point qu'on veut tous des personnages qui sont stimulants puis qui ont un but exaltant, genre peu importe c'est quoi leur genre. Bref, un autre point que je voudrais adresser, c'est que les femmes excentriques ici, ce n'est pas ça le problème. J'ai aucun problème avec les femmes qui sont quirky, qui aiment des choses vraiment spécifiques, qui ont les cheveux colorés. Go for it. Le problème ici, c'est juste quand que leur seul but, le seul but de leur existence, c'est de répondre à un fantasme masculin. Je veux pas non plus discréditer le travail des actrices dans ces films-là parce que ça l'empêche pas qu'ils ont donné une vraiment bonne performance puis c'était pas des mauvais films pour autant. Ça va être ça qui va conclure ma vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça autant intéressant que moi j'ai trouvé ça intéressant de faire mes recherches. Comme d'habitude, vous me ferez part de vos exemples, si vous saviez c'était quoi, dites-moi n'importe quoi que vous voulez, ça me fait plaisir de vous lire puis de vous répondre. Puis sur ce, je vous invite toujours à mettre un petit j'aime, à vous abonner, puis on va se revoir dans la prochaine vidéo. Bye!